Écoutez bien. L'interaction équilibrée entre toutes les normes particulières du comportement social qui caractérise un peuple explique pourquoi il s'avère en général très dangereux de mêler des cultures différentes. Pour tuer une culture, il suffit parfois de la mettre en contact avec une autre, surtout si cette dernière est plus évoluée, ce qui vaut d'habitude pour la culture d'une nation conquérante. Les gens du côté soumis ont alors tendance à regarder de haut tout ce qui leur était autrefois sacré et à singer les coutumes qu'ils croient supérieures. Mais étant donné que le système des normes et des rites sociaux propres à une culture est toujours adapté à mains égards aux conditions particulières du milieu, l'acceptation inconditionnelle de coutumes étrangères entraîne presque toujours une mauvaise adaptation. Les premiers exemples de culture américaine qu'imitaient les jeunes Allemands immédiatement après la dernière guerre, c'était le Coca-Cola, le chewing-gum, les cheveux en brosse et les bandes dessinées en couleur. Les normes de social de plus grande valeur de la culture américaine étaient, semble-t-il, moins faciles à imiter. En dehors du danger encouru par une culture en contact avec une autre, tous les systèmes de normes et de rites sociaux sont vulnérables de la même manière qu'un système de comportement social, évolué par la phylogénèse. Comme ils ne sont pas faits par l'homme, mais par la sélection naturelle, leur fonction reste inconnue à l'homme sans une étude scientifique particulière. Leur équilibre est donc aussi facilement bouleversé par la pensée conceptuelle que celui de n'importe quel système de comportement instinctif. Il peut se dérégler lors d'un quelconque changement du milieu qui n'avait pas été prévu, entre guillemets, par le programme, entre guillemets. Mais à l'encontre des instincts qui persistent pour le meilleur et pour le pire, les systèmes traditionnels de comportement social peuvent complètement disparaître au cours d'une génération, car, de même que l'état continu qui constitue la vie d'un organisme, ce qui fait une culture ne supporte aucune interruption de sa continuité. En d'autres termes, ce que nous explique Konrad Lorenz, c'est que le multiculturalisme et son corollaire, l'acculturation, fabriquent des gens à l'intérieur desquels on détruit les systèmes de rites sociaux qui permettent par rétroaction d'entretenir les dispositifs de gestion de l'agressivité intraspécifique. Et voilà pourquoi le multiculturalisme est une catastrophe. On ne fabrique pas des gens moins agressifs, on fabrique des gens beaucoup plus agressifs et de façon désordonnée. Passons maintenant au mythe de l'enfant auto-apprenant, de l'éducation nationale qui compte sur la spontanéité des enfants pour qu'ils s'apprennent à eux-mêmes à être de bons citoyens. L'équipement de l'homme en normes de comportement programmées dépend autant de la tradition culturelle et de la responsabilité rationnelle que la fonction de ces deux derniers dépend de la motivation instinctuelle. S'il était possible d'élever un être humain d'une constitution génétique normale dans des conditions où il serait privé de toute tradition culturelle, ce qui est impossible non seulement pour des raisons éthiques, mais aussi pour des raisons biologiques, l'objet de cette expérience très cruelle serait très loin de correspondre à la reconstruction d'un ancêtre préhumain encore sans culture. Il serait un pauvre infirme avec une déficience des fonctions supérieures, comparable à certains idiots chez qui une encéphalite pendant la jeunesse ou la vie utérine a supprimé certaines fonctions du cortex cérébral. Aucun être humain, fût-il le plus grand génie, ne pourrait inventer à lui seul un système de normes et de rites sociaux capable de remplacer la tradition culturelle. Voilà, vous mettez les enfants devant la télé, vous les laissez s'élever eux-mêmes avec une tablette, et vous les avez préalablement fait baigner dans un multiculturalisme où tout était démoli. Bon, vous aurez des êtres qui vont osciller entre une absence totale d'agressivité, parce qu'une absence totale de tout, des chiffres-molles complètes, ou alors des types extrêmement violents et incontrôlables. C'est exactement ce qu'on observe.
exactement ce qu'on observe. Et Lorenz conclut son livre en lançant un avertissement en quelque sorte. En gros, ce qu'il explique, en termes à peine voilés, c'est écoutez, moi j'ai été témoin de la montée du nazisme. Et ce que j'ai compris, c'est que, en fait, dans l'espèce humaine, il y a un mécanisme dont on a déjà parlé rapidement à propos du rire, qui est l'enthousiasme militant. Qu'est-ce que c'est l'enthousiasme militant? C'est le moment où, à peu près à la puberté, il y a un très grand pic d'agressivité chez les jeunes hommes, et il va falloir que ce pic d'agressivité se décharge vers quelque chose, parce que chez les vertébrés supérieurs, en quelque sorte, les gens sont programmés pour avoir un certain niveau d'agression, et il faut que d'une façon ou d'une autre, ils le réalisent. L'enthousiasme militant, c'est l'enthousiasme militant en fait pour l'agression en commun. C'est la variante humaine et à très grande échelle du cérémonial du triomphe partagé par les oies. Et ce que nous dit Lorenz en conclusion, en quelque sorte, c'est de toute façon, cette agression va se décharger. De toute façon, l'enthousiasme militant, il va falloir en quelque sorte qu'il se réalise. Donc il peut se réaliser de deux façons. Soit il se réalise par une construction culturelle complexe qui amène l'humanité toujours plus haut, vers la sublimation, c'est-à-dire qu'on retourne l'agressivité en soif d'élévation, ou alors, ce que vous avez vécu au XXe siècle avec Adolphe et compagnie, vous le revivrez. Voilà.